Donc, en l'associant à l'idée de désastre, comme nous l'invite l'intitulé de cette journée d'études, il est facile de voir le feu comme un élément destructeur, surtout quand on parle de l'incendie d'un musée. Je trouve ça vraiment épouvantable. Pourtant, les effets associés au feu ne sont pas uniquement néfastes. Un côté purificateur et régénérateur peut lui être attribué. Il s'agit de penser au phénix, par exemple. À cet égard, le motif de l'incendie volontaire peut prendre plusieurs significations dans une œuvre de fiction, dépendamment de l'objet ou de l'édifice détruit et des liens entre ces derniers et l'incendiaire. Cet après-midi, ce sont des futurs musées qui sont en flammes et nous verrons comment leur destruction couvre des enjeux plutôt complexes. Ces musées à venir, qui sont réduits en cendres, sont d'une part la maison située à Sioux Junction de Thomas Obonsawin, peintre canadien fictif de renommée mondiale, dans laquelle étaient conservées plusieurs œuvres de celui-ci, et d'autre part le futur musée de Pléga en banlieue des ruines de Carthage, en Tunisie. Ces futurs temples de l'art et du savoir sont incinérés dans la fiction sous la plume respectivement de Daniel Poliquin dans l'Obonsawin en 1987 et d'Alain Nadeau dans Auguste Fulminant paru en 1997, donc dans ce que je pourrais appeler le haut et moyen contemporain. On n'est plus dans l'extrême contemporain, ma thèse a un peu trop duré. La complexité des enjeux entourant ces destructions se joue sur plusieurs plans. D'abord, l'identité du pyromane et ses intentions réelles sont fuyantes et sujettes à débat. Ensuite, la nature de ce qui est détruit dans ces incendies est trouble. Le contenu du musée était-il authentique ou frauduleux? Aussi, si cet incendie sert à détruire un mensonge, y a-t-il une perte ou un gain rattaché à cet événement? En détruisant les preuves du mensonge, est-ce que l'on ne ment pas encore par omission? Enfin, nous aborderons l'idée de destruction de l'œuvre d'art par son auteur qui traverse les deux œuvres. Le désir de Virgile de brûler l'Énéide sans la compléter dans Auguste Fulminant, trouvant des échos dans l'autodafé de l'œuvre picturale de Tom Obonsawin. Dans un premier temps, j'avoue que ma prédilection personnelle pour les fictions dans lesquelles le fin mot de l'histoire est plutôt difficile à déterminer m'a attiré vers ces deux œuvres et me fait m'attarder à la question de l'identité du pyromane. Dans l'Obonsawin, alors que la culpabilité du personnage éponyme semble établie, certains indices textuels peuvent annoncer qu'il n'en est rien. En effet, si dès l'incipit la situation semble claire, je cite, « L'Obonsawin somnole, il est seul, le seul occupant du seul banc public de Sioux Junction, sa ville natale, où il subit son procès pour incendie criminel. » Fin de la citation. Évidemment, ce n'est pas parce qu'une personne subit un procès qu'il est nécessairement coupable, mais un peu plus loin, le narrateur y va plus explicitement en affirmant « Alors, quand l'Obonsawin a mis le feu à sa maison, Joe Constant l'a arrêté. » Ça, c'est clair. L'affaire semble plus se jouer sur la responsabilité criminelle du peintre dans cet incendie, sur d'éventuelles circonstances atténuantes ou incriminantes, que sur le fait que Thomas Obonsawin a oui ou non mis le feu à sa maison. Pourtant, les choses n'en restent pas là. Le narrateur revient de nombreuses reprises sur la nature changeante des événements et même du langage dans la municipalité de Sioux Junction. Je cite, « Autant le dire tout de suite, les mots à Sioux Junction n'ont jamais le même sens qu'ailleurs. Aussi, le banc public sur lequel somnole l'Obonsawin se révèle à être, je cite, « Il s'agit plutôt un banc que l'Obom a arraché de l'Église catholique ukrainienne fermée depuis longtemps. Et la ville elle-même est réduite au statut de ville fantôme. Il ne reste à peu près plus rien à Sioux Junction depuis que les employeurs en sont partis. » Le narrateur avance donc dans son récit de la vie de l'Obonsawin par une série d'affirmations et de rectifications de la sorte. On multiplie les « c'est vite dit » ou les façons de parler, module la réalité et donne à son récit une autorité variable. Du côté des quelques citoyens restants à Sioux Junction, leurs opinions sur la culpabilité de l'accusé varient entre des postures opposées, résumées ainsi par le narrateur. Je cite. « Il y en a qui sont pour lui à mort, qui jurent qu'il est innocent, sans toutefois donner d'arguments convaincants. Les autres sont persuadés que l'Obonsawin est un criminel depuis l'enfance. À l'un qui est pour, je lui ai demandé ce qu'il pensait de toute cette affaire. Il a dit « L'Obonsawin est la fierté de Sioux Junction à cause de ses dessins. » Un qui est contre, un dénommé Roland Provençal, a déclaré « Tom Obonsawin, c'est un Christ d'écœurant, je le connais depuis qu'il est haut de même, il mérite pas de vivre l'enfant de chienne. »
Le narrateur conclut « Pas moyen de savoir la vérité ». Et c'est à peu près ce qui résume le sentiment qu'on a à la lecture du roman. L'établissement de cette réalité mouvante rend alors peu surprenant la révélation faite à l'avant-dernier chapitre. Celui qui se cache derrière la voix plus ou moins impersonnelle du narrateur, se désignant dès le départ comme le troisième biographe de Lobom Sawin, est en fait le déprimé, avec un D majuscule, travailleur social en congé de maladie prolongée, ayant grandi au village et ami du peintre. Il révèle aussi avoir lui-même allumé l'incendie avec l'accord tacite de Tomer. Je vais citer l'extrait. « Regarde ce qu'on va faire, on va y aller tous les deux, puis on va mettre le feu dedans. » Il n'a rien répondu. Il m'a même aidé à porter les torchons imbibés d'essence dans la maison. Je cherchais du papier pour allumer. Il m'a tendu un de mes livres. « Prends ça, ça brûle mieux avec ce papier-là. » Je n'ai pas hésité une seconde. Envoie le feu là-dedans, pourriture de menterie. Jamais un autodafé n'a été aussi authentique. L'authenticité est plutôt fumeuse, s'il en est, puisqu'il tait sa culpabilité durant tout le procès. Mais après tout, Lobom Sawin finit par être déclaré non coupable à la satisfaction de tous, même le juge et les deux avocats sont contents. Parce qu'en fait, le jury n'a pas trouvé la preuve assez accablante. Malgré un mois de procès et 64 témoins, finalement, les gens trouvent que trouver un coupable pour l'incendie de la maison et des œuvres de Lobom Sawin semble d'un intérêt plutôt médiocre. Il reste que ce retournement est symptomatique de ce qui est en jeu dans l'ensemble du roman. Comme le remarque Robert Dixon dans son article « Moi, et l'autre », quelques représentations de mutations identitaires en littérature franco-ontarienne, la construction de ce roman propose un jeu de miroir où ce qui est tenu pour acquis est sans cesse revu et corrigé. Qu'il s'agisse des origines héroïques de Sue Johnson, de l'ethnicité du personnage titre, de la paternité de certaines toiles de Lobom, du véritable auteur de l'incendie ou de cette biographie, ce roman, la vérité première, généralement acceptée, se révèle fausse. C'est presque une fatalité, les choses ne peuvent tout simplement pas être ce qu'elles semblent être, ou plus justement, ce que l'on veut qu'elles soient. Du côté de Auguste Fulminant, les causes de l'incendie sont plus troubles encore. Alors que personne n'est formellement accusé, à la fois le muséographe René Teusser et l'attaché culturel Gilles Virande sont compromis dans cette affaire. Le premier prend l'initiative d'appeler Augustin Marat, rédacteur en chef d'un grand journal parisien, dans l'espoir de faire prévaloir sa version des faits dans laquelle Virande est responsable, au moins par négligence, de l'incendie du musée. À son grand déplaisir, le reporter envoyé sur place accorde beaucoup de crédit à la version des faits de Virande, version impliquant en partie Teusser. Donc on se renvoie la balle. Virande affirme s'être rendu au musée de nuit pour vérifier des informations selon lesquelles l'exposition permanente présenterait les différents artefacts découverts sur le site de façon à corroborer les théories chouchou de Teusser au sujet de l'existence réelle du personnage mythique d'Énée. Toujours d'après Virande, sa visite sur les lieux confirmait ces informations alarmantes. De plus, à la lueur d'une lampe à pétrole, il lit la brochure interprétative de l'exposition dans laquelle, je cite, « Tout ce qui était hypothétique était présenté comme vrai, alors que les rares éléments vrais étaient interprétés de façon tendancieuse ou erronée. » Fin de la citation. Malheureusement pour lui, alors qu'il tournait le dos à la porte, un intrus dont il ne parvient pas à voir le visage, évidemment, l'attaque lui fait renverser la lampe sur les boîtes contenant tout le stock de brochures du musée, déclenchant la déflagration. Alors que certains artefacts exposés au rez-de-chaussée ont pu être sauvés par Virande et le gardien du musée, le reste de l'exposition est réduit en cendres et le gardien, malgré les marques que sa lutte contre le mystérieux intrus ont laissées sur le visage de Virande, reste convaincu qu'il n'y avait personne d'autre sur place que ce dernier et, je cite, a continué de laisser entendre par la suite que c'était Virande qui avait déclenché l'incendie. C'est évidemment cette hypothèse que privilégie Teusser, dont la camionnette a pourtant été aperçue par Virande en arrivant sur les lieux. Devant ces versions contradictoires, la question de la crédibilité entre en jeu et ce n'est plus seulement l'identité du responsable de l'incendie qui est incertaine, mais également le contenu du musée. En effet, ce que l'on en sait repose surtout sur le témoignage de Virande. La nature de ce qui est détruit dans ces deux cas est en effet cruciale parce que celle-ci dépend l'impact du geste pyromane ainsi que de son intention. En effet, si la figure du musée en flammes semble d'abord évoquer un refus du passé et de la mémoire, qu'en est-il si le passé mis en scène par le musée est frauduleux? Le désir d'effacer les preuves d'une manipulation de l'histoire peut alors être évoqué.
Dans le cas de l'Obomsawin, une rumeur persistante à Sioux Junction veut que la maison de l'artiste local puisse être transformée en musée, sauvant ainsi la ville de l'oubli. En effet, une partie des œuvres s'y trouvant représente l'histoire de la fondation de la municipalité. Les espoirs des derniers habitants de la ville semblent alors partir en fumée avec l'incendie de celle-ci. Cependant, il semble que le projet était tout autre et avait finalement peu à voir avec une quelconque commémoration de la petite ville. Je cite. « Tu sais, ta maison, là, le gouvernement de l'Ontario veut l'acheter, il paraît, pour la transplanter à Hamilton pour en faire un musée, imagine-toi donc. Un musée pour la peinture amérindienne. » Fin de la citation. Ce projet est lui-même porteur d'une vérité faussée d'au moins deux façons. En effet, doublement métis, Thomas Obomsawin a du mal à se considérer amérindien et considère même son adhésion à un quelconque mouvement de peinture autochtone comme une décision d'affaires somme toute assez rentable. De plus, l'attribution de ses œuvres est plus que problématique. L'Obomsawin ayant signé de nombreuses œuvres de jeunes artistes amérindiens, les faisant passer pour les siennes. Je cite, c'est un moment vraiment savoureux. Le grand coup est venu quand nous avons discuté du fameux tableau qui se trouve chez le gouverneur général du Canada. C'est une discussion entre le déprimé et l'Obomsawin. Donc, l'Obomsawin dit « Celui-là, c'est pas moi. »« Comment ça, c'est pas toi, c'est ta signature? »« Je le sais, mais c'est Jim White Duck qui l'a fait. »« Comment ça? »« Oui, puis celui qu'on a donné au président des États-Unis, c'est Maxine Ivanoé, une peintre cri qui vit à New York aujourd'hui. » Es-tu en train de me dire, Obom, que t'as jamais fait de peinture indienne? C'est impossible. Énerve-toi pas. Mettons qu'à peu près la moitié de mes tableaux appartiennent à de jeunes peintres cri ou Ojibwe qui commençaient, mais qui n'étaient pas connus. Moi, j'ai juste lancé la mode. Fin de la citation. Devant cette révélation, l'idée de l'autodafé prend une valeur rédemptrice. Le mensonge représenté par les œuvres, et en grande partie parce que le public en général leur attribue comme signification, sera effacé par la destruction de celle-ci, une sorte de purification par le feu. Cependant, cette destruction du mensonge est problématique puisqu'elle est elle-même un mensonge. Le déprimé ne se dénonce pas comme étant un incendiaire et la vérité sur la fraude artistique commise par l'Obomsawin est toujours dissimulée. Là, j'aurais pu vous faire un beau petit carré véridictoire pour vous montrer ça, mais c'est pas super populaire. Puis je pense que je me suis sauvé un peu le trouble. Alors que le déprimé annonce que l'incendie va mettre fin au mensonge, celui-ci persiste pourtant. Il a seulement été poussé sous le tapis. Je cite, « Comme ça, plus de mensonges pour toi et moi. Après, on pourra vivre honnêtement et faire autre chose. » Il reste pourtant qu'en détruisant la maison, l'empêchant ainsi de devenir un musée, le déprimé empêche quand même au mensonge d'être reconduit publiquement et d'obtenir l'autorité d'une représentation muséale officielle qui aurait eu la caution du gouvernement de l'Ontario. Nous pourrions au final considérer comme moins dommageable le mensonge par omission représenté par la destruction des œuvres, empêchant la représentation d'un mensonge plus grand dans un musée dédié à la peinture autochtone. Du côté du musée de Pléga, comme je l'ai mentionné plus tôt, son contenu est très changeant. Presque à la façon du chat de Schrödinger, à la fois mort et vivant, le musée contient en même temps des justifications des théories concurrentes de Teusser et Virand. En effet, malgré le fait que Virand déplore la disparition de la brochure d'interprétation de l'exposition dans l'incendie du musée, le journaliste a réussi à mettre à la main sur un exemplaire de celle-ci, dont il intercale les différentes sections entre les transcriptions des 4 cassettes sur lesquelles est enregistré le témoignage de Virand. Contrairement à ce que ce dernier affirme, les descriptions des différentes vitrines semblent plutôt entériner sa propre thèse à lui, selon laquelle Virgile aurait visité Carthage peu avant sa mort avec le projet de confronter la version des faits telle qu'il la présentait dans l'Énéide avec les lieux réels. Pas de traces dans ces descriptions des théories pro-Énée, si j'ose dire, privilégiées par Teusser. C'est plutôt le camp pro-Virgile qui semble l'emporter. Est-ce donc que le témoignage de Gilles Virand soit mensonger? Un doute s'installe alors puisque le journaliste, dans son récit des événements, rapporte que Virand avait relu la brochure après l'entrevue et, à l'encre, avec un soin maniaque, il avait tenu à rectifier les erreurs et approximations dont René Teusser s'était rendu coupable. Fin de la citation. Alors, ces descriptions sont-elles celles de la brochure originale ou celles corrigées de la main de Virand? Est-ce que dans son délire paranoïaque, Virand s'imagine avoir des ennemis partout ou est-ce que Teusser a vraiment contribué à la destruction du musée pour éviter que son manque de professionnalisme soit exposé au grand jour? Ici encore, si on accepte la version de Virand, ce n'est pas le passé qui est rejeté avec la destruction du musée de Pléga, mais une version trafiquée, faussée de celui-ci.
Mais au même moment où cette version faussée des découvertes archéologiques du site de Plega part en fumée, c'est la vérité au sujet de cette tromperie qui s'envole également. Une partie de la vérité reste alors à tout jamais inaccessible, nous laissant dépourvus devant cette curieuse situation paradoxale où toutes les tromperies semblent à la fois possibles et impossibles. Au cœur de tous ces paradoxes, l'idée de la destruction de l'œuvre ressort des deux romans. En effet, ce n'est pas seulement l'œuvre apocryphe de Thomas Obom Sawin qui est détruite dans l'incendie, mais aussi une bonne part de ses toiles légitimes. De plus, plusieurs de ces fausses œuvres échappent à l'incendie, dont la toile exposée dans la résidence du gouverneur général. Ici, remarquons que si la motivation du déprimé était explicitement de faire disparaître un mensonge, un tel souci ne semble pas habiter l'artiste lui-même, ou alors le mensonge est d'un autre ordre pour lui. Lorsque le déprimé offre à son ami de se dénoncer et ainsi faire cesser le procès, ce dernier refuse. Je cite, « Fais jamais ça. » Fait de la citation. On le sent bien, le bon Sawin est un peu grognon. Alors que le déprimé insiste sur la question du mensonge, Thomas Obom Sawin ajoute « J'ai passé ma vie à me prendre pour un autre et à me faire prendre pour un autre. Une fois de plus ou de moins, qu'est-ce que ça peut bien faire? » Son apathie apparente face à toute la situation semble liée d'abord au fait qu'il se sait mourant. Je cite, « Il n'en a plus pour longtemps, il le sait. Dear Ziggy a fait venir un médecin de Chicago qui a confirmé les premiers diagnostics. Au prochain arrêt cardiaque, Obom part pour de bon. » Fin de la citation. Aussi, une certaine déception, voire un certain dégoût se remarque chez lui au sujet de ses peintures. Au cours du récit, une certaine partie de l'œuvre d'Obom Sawin, une partie immergée, peu connue, est abordée. Incidemment, il s'agit des tableaux qui lui ont permis de gagner sa vie et même de devenir riche à une certaine époque. Le déprimé en parle simplement ainsi. Je cite, « Les premiers biographes d'Obom ont bien fait de ne pas parler des tableaux qui ont fait sa fortune, c'est qu'ils sont très quétaines. » Fin de la citation. Nous apprenons alors qu'Obom Sawin avait suivi les conseils d'un peintre d'Ottawa, riche mais sans talent, pour s'enrichir facilement. Voici ses conseils. Tu viens du nord de l'Ontario, tu dois être capable de faire ça, un paysage. Tu sais, là, un beau paysage d'automne avec un toit de cabane en bois rond à l'avant-plan. Fais ça, le monde aime ça à mort, ils en achètent à appel, puis c'est pas difficile à faire. Obom se n'est pas fait dire deux fois. Il s'est mis à produire des paysages du nord de l'Ontario comme un maniaque. En un an, il avait fait 600, près de 2 par jour. Remarquons tout de suite que si sur ces toiles exposées dans les grands musées du monde, il travaillait depuis longtemps, l'idée de temps et d'effort disparaît de cette nouvelle production, tournée résolument vers la vente. Avec son associé, un ancien exterminateur converti dans la peinture paysagère, Obom Sawin sillonne le pays pour donner des ateliers de peinture à des madames de banlieue, à la fin desquels il vend ses tableaux produits à la chaîne. Il admet même que c'est son ami, le peintre exterminateur, à la fois de la vermine et de la créativité, qui lui a inspiré de se tourner vers l'art amérindien. Il lui avait dit « Ça te tenterait pas de te lancer dans la peinture esquimaude ou indienne? Il paraît que les deux s'en viennent à la mode. T'as un nom indien, toi, ça pourrait aider. » Cette pratique commerciale de l'art semble l'avoir dégoûté au point qu'il renonce à la peinture, alors que le projet initial était de s'enrichir d'abord pour ensuite pouvoir s'autofinancer pour revenir aux œuvres qu'il avait vraiment envie de peindre. Ainsi, à son retour à Sioux Junction, peu de temps avant l'incendie, il est décidé à ne plus jamais peindre et il tiendra parole. C'est peut-être de ce mensonge-là, de cette impression d'avoir dévié de son destin d'artiste, que Thomas Obom Sawin cherche à se laver en acceptant de détruire ses œuvres. Un certain sentiment de déception et même de dégoût habite aussi Virgile, du moins dans la version fictionnelle représentée dans le roman d'Alain Nadeau. Pour préciser, si ce roman relate tout particulièrement les événements entourant la destruction du musée de Plega par le témoignage de Gilles Virande et la reprise des notices explicatives décrivant ces artefacts, il rapporte aussi les derniers moments de Virgile par la transcription d'une série de lettres entre deux de ses proches, pendant que Virgile peine à terminer sa grande œuvre, l'Énéide. Or, dans une de ses lettres, le compagnon de voyage de Virgile rapporte à son ami, resté auprès de l'empereur, Auguste, les tourments qui empêchent l'auteur d'achever cette œuvre. Parfois, il est envahi de bouffées de honte. Il s'en veut d'avoir sacrifié l'essentiel au dérisoire, augmenté la crédibilité de ce qu'il considère comme une mystification. Tous ces anachronismes, ces erreurs volontaires à la seule fin de plaire et d'encenser. Fin de la citation. Il va sans dire que ses scrupules sont loin de plaire à celui que l'œuvre doit justement encenser, c'est-à-dire Auguste lui-même. Ce déplaisir va
va en s'accroissant à l'idée que Virgile cherchera à détruire son œuvre, ayant fait promettre à son ami de brûler cette dernière s'il devait mourir en la laissant inachevée, et laissant même supposer qu'il pourrait devancer cette échéance. Lors d'une ultime lecture du poème, le compagnon de Virgile remarque, alors que tous semblent envoûtés par l'œuvre, « Seul Virgile ne se laisse pas séduire par la magie de ses artifices. Il est clair qu'il est là de son œuvre, dont il connaît par cœur chaque recoin. J'ai l'impression que plus il y revient, plus il contribue à s'en écœurer. » Fin de la citation. Devant cette situation, l'empereur n'hésite pas. Si quelque chose doit disparaître, ce sera le poète lui-même et d'autres achèveront l'Énéide. C'est ainsi que Virgile, empoisonné secrètement, autre dissimulation, par ordre de l'empereur, agonise, brûlant de fièvre, c'est lui qui brûle, et réclame la destruction de son œuvre. Je cite, « Mu par la volonté furieuse et dès lors inexorable de ne rien laisser après lui, il exigea dans un souffle que je lui apporte ici même ses rouleaux et les brûle sans attendre devant lui. » Hélas, pour Virgile, son désir reste sans réponse. Donc, dans le désir de Virgile de voir brûler son œuvre qu'il considère menteuse et cousue d'artifice, nous pouvons reconnaître l'écho du dégoût de Lobom Sawin pour sa propre production alimentaire et le côté trompeur et artificiel de celle-ci. Elle plaît sans doute à beaucoup de gens, mais lui-même en est fatigué. Alors que de nombreux chercheurs ont déjà abordé la question de l'incendie dans Lobom Sawin, comme Jean Morancy dans son excellent article « L'image de la maison qui brûle » paru en 2011, celle-ci est habituellement perçue comme représentant un certain déficit identitaire, ce qui semble effectivement approprié. De mon côté, c'est plutôt le phénomène de double tromperie que cet événement suppose qui attire mon attention. Cette double tromperie est provoquée par le fait qu'en détruisant l'objet du mensonge, on détruit surtout les preuves incriminantes désignant le menteur. Ce phénomène est perceptible, à mon avis, à la fois dans le roman de Poliquin et celui de Nadeau. Cette double tromperie désigne en partie, à mon humble avis, l'artifice fictionnel qui se joue de l'effet de réel pour nous faire croire, l'espace d'un instant, à une histoire inventée, tout comme la version faussée des faits présentés par le musée de Plégat en est également une. Un certain malaise de l'artiste devant les compromis qu'il peut être amené à faire est aussi au centre des préoccupations soulevées par ces deux œuvres. Reste à savoir si ce malaise est bien réel ou s'il relève, lui aussi, de l'artifice au cœur de toute œuvre d'art.